Moi, je pense qu'au niveau vin, tout le monde est capable de bien goûter du vin et de développer une vraie capacité à la dégustation. Tout le monde pense qu'il faut un don. Il ne faut pas de don. La seule capacité pour goûter du vin ou des spiritueux, c'est le travail. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup goûter, il faut travailler la mémoire, il faut lire, il faut s'intéresser. Il n'y a pas de don particulier. Quand je préparais le titre de meilleur ouvrier de France, tous les jours, je passais 2 heures dans des bouquins et 1 heure en dégustation. Tous les jours. Tous les jours. Et les 6 derniers mois, c'était 5 à 6 heures par jour. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a qu'une chose qui paye dans la vie, c'est le travail. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas y arriver. Tout ce que tu fais dans la vie, si ce n'est pas empreint de passion, ça ne sert à rien de le faire. Parce que ça ne marche pas, parce que c'est faux, parce que ça ne sonne pas vrai. À un moment, tu es obligé d'avoir de la passion dans ce que tu fais. Et d'y mettre de la passion et surtout d'y mettre du cœur, d'y mettre de l'intérêt. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Aujourd'hui, je suis dans un lieu un petit peu spécial et je suis avec Fabrice Sommier pour le 23e épisode du podcast. Bonjour Fabrice. Bonjour, ça va bien, merci. Et écoutez Fabrice, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, quelques lignes, dans la manière dont vous le souhaitez pour introduire cet épisode? Alors moi, je m'appelle Fabrice Sommier, je suis sommelier depuis un peu plus de 35 ans. J'ai fait un parcours beaucoup dans les restaurants étoilés Michelin et j'ai ouvert ce lieu il y a 3 ans maintenant qui est un institut de dégustation à Mâcon qui s'appelle la Maison des Ateliers et plus précisément la Fabrice Sommier Wine School. Et c'est un lieu effectivement où on vient pour s'amuser, apprendre en rigolant autour des vins et des spiritueux. Et puis on peut faire en bas des cours de cuisine, cours de pâtisserie. Et on a un très grand jardin où on peut accueillir effectivement tous les événements familiaux naturellement, mais aussi des événements d'entreprise. D'accord. Et ça vous est venu comment un peu justement cette idée de vouloir créer En fait, moi, en étant meilleur ouvrier de France, la transmission c'est quelque chose de très fort. Et j'avais toujours envie de transmettre un peu ma passion du vin et des spiritueux. Donc ça a été un déclic à mes 50 ans à peu près de me dire j'ai envie de faire autre chose que de la restauration traditionnelle et j'ai envie de faire des choses aussi un peu pour moi et de les vivre un peu pour moi. Donc c'est vraiment la passion de vouloir transmettre et tout ce que vous avez pu vivre en fait, de pouvoir le retranscrire d'une certaine manière. Je pense qu'il y a beaucoup de cela et puis il y a aussi une vraie volonté de... Mâcon est une ville fabuleuse, magnifique, il n'y avait pas de lieu comme cela avant, la Cité des Vins n'existait pas ou des choses comme ça. L'idée c'était d'en faire un lieu un peu où les passionnés du vin peuvent se retrouver, quoi. D'accord, super intéressant. J'ai une première question pour commencer, qui va permettre aussi d'aborder tous les autres sujets ensuite. C'est quelle est la chose ou l'élément que vous êtes convaincu qui est vrai, mais que 99% des gens pensent faux, peu importe le sujet ou la thématique? Moi, je pense qu'au niveau vin, tout le monde est capable de bien goûter du vin et de développer une vraie capacité à la dégustation, alors que tout le monde pense que c'est faux, tout le monde pense qu'il faut un don. Il ne faut pas de don. La seule capacité pour goûter du vin ou des spiritueux, c'est le travail. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup goûter, il faut travailler la mémoire, il faut lire, il faut s'intéresser. Et une fois que tu as fait tout ça, tout va bien. Mais il n'y a pas de don particulier. C'est mythique, ça, c'est un peu dans l'esprit. C'est une légende urbaine. Et ce que je crois vrai, par contre, c'est que tout le monde est capable de bien goûter du vin et de bien apprendre. Et je le vois ici, c'est que des gens que je forme au bout de quelques mois, quand ils sont un petit peu plus aguerris, ils sont un petit peu plus, ils goûtent en conscience, donc ils se goûtent avec plus de plaisir et plus de capacité et de connexion aussi. Donc vous pensez, même au-delà du vin, qu'il y a une part qu'on accorde peut-être trop d'importance à l'inné et non pas à l'acquis, du coup? Oui. Regardez un truc tout con. Les mecs qui courent, qui font des trails ou des triathlons ou choses comme ça. Au début, ils ont fait un 100 mètres, ils ont craché leurs poumons, et puis après, ils en ont fait 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 1 km, et puis après, ils font 2 km, après, ils font un 5 km, un 10 km, puis après, un jour, ils font un marathon. Mais au début, c'est sûr que si tu te lances le défi de faire un marathon alors que tu n'as jamais couru, c'est pas possible. Par contre, naturellement, si tu te lances le défi de dire « j'ai envie, dans quelques temps », et en étant, par contre, il faut être hyper rigoureux, hyper strict avec ce que tu fais. C'est-à-dire que tu ne dis pas je vais le faire, putain il fait pas beau et j'y vais pas. Non, il faut t'obliger à faire ces choses-là. Mais si tu t'obliges à faire ces choses-là et à travailler tous les jours, moi quand je préparais le titre de meilleur ouvrier de France, tous les jours je passais 2 heures dans des bouquins et 1 heure en dégustation. Tous les jours. Tous les jours. Et les 6 derniers mois, c'était 5 à 6 heures par jour entre les bouquins, les dégustations et puis tous les jours de congé en dégustation chez les vignerons et tout. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a qu'une chose qui paye dans la vie, c'est le travail. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas y arriver. Après, il y a quelques rares exceptions, mais en règle générale, c'est ça. Donc je pense qu'effectivement, tout le monde est capable de bien goûter du vin à un niveau très haut niveau,
mais que tout le monde se met un frein en disant que c'est pas possible et que c'est pas pour eux. J'ai vu une statistique il n'y a pas longtemps dans un livre que je lisais qui disait que quand on passe plus de, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, hein, ce sera vérifié, mais que quand on passe un certain nombre d'heures, qui n'est pas très élevé d'ailleurs, je crois il me semble que c'est quelques milliers d'heures sur un sujet, on est meilleur que 90 ou 95% des gens sur ce sujet-là. Bien sûr. Donc ça rejoint un petit peu ce que... Allez, moi j'ai un de mes fils qui a décidé de courir, de se mettre à courir pour se faire du bien. Bah, maintenant, il court des semi-marathons et il va très bien. Il est fait en moins de 2 heures. Alors qu'avant, il courait un 10 km en 1h30. Donc, il n'y a pas de secret. Plus vous travaillez, plus vous décidez, en fait. Il faut le vouloir. Quelquefois, quand on veut les choses, on ne peut pas les avoir. Mais quand on les veut et qu'on travaille comment on s'appelle, en puissance, eh ben je pense qu'on peut y arriver. Et vous pensez que peu importe le sujet, il faut qu'on ait quand même, ok, on a ce côté travail, mais est-ce qu'il faut quand même aussi avoir, pour y aller un peu à corps perdu, quand même un peu de passion ou Je pense que tu ne peux pas faire des choses sans passion. La passion, c'est le moteur de tout. Je veux dire, si tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, ça ne sert à rien. Et puis en même temps, il y a aussi des trucs, il ne faut pas non plus, je veux dire, faut avoir certaines, non pas des prédispositions intellectuelles, mais quand même pour certains trucs, il faut des prédispositions physiques. C'est-à-dire que si moi demain je décide de courir, je vais prendre beaucoup plus de temps et mon médecin il va me dire attends, fais un peu plus attention, tu as un léger surpoids, les genoux, tu as 55 ans, les genoux c'est un peu plus difficile, donc tu vas faire plus attention. Et ça n'empêche que tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais je pense qu'effectivement, il faut un brin de passion. Mais de toute façon, tout ce que tu fais dans la vie, si ce n'est pas empreint de passion, ça ne sert à rien de le faire. Parce que ça ne marche pas, parce que c'est faux, parce que ça ne sonne pas vrai, parce que plein de choses sont mauvaises. À un moment, tu es obligé d'avoir de la passion dans ce que tu fais. Et d'y mettre de la passion, et surtout d'y mettre du cœur, d'y mettre de l'intérêt. Pendant trop longtemps, je pense, on oublie clairement que les gens... d'abord, il faut aimer les gens quand tu veux faire quelque chose. Et quand on fait, nous, des choses dans le monde du vin et des spiritueux, il faut aimer les gens. Il faut aller voir les mecs qui distillent, il faut aller voir les vignerons, il faut aller voir les gens qui vendent sur le terrain. Il faut comprendre l'identité d'un territoire. C'est la notion même du terroir, c'est l'identité d'un homme. Quand je dis l'homme, c'est dans sa phase humaine, parce qu'il y a des grandes vigneronnes. Mais c'est l'homme dans sa phase humaine, dans un territoire, une localisation, et puis un cépage que tu mets en valeur. Et ces 3 éléments mis bout à bout, c'est la notion de terroir. Le terroir, c'est pas juste un bout de territoire au bout du compte. C'est-à-dire que si tu as un territoire qui est très bien, mais que tu as un homme qui casse tout dedans, et les hommes font plus de mal au territoire souvent que du bien. Donc on commence à revenir un peu sur l'intérêt des territoires et de l'intérêt aussi de reprendre un petit peu les identités des sous-sols, des sols, puis de la vie en règle générale. Et on le voit dans nos régions. Dans nos régions, c'est génial. Quand tu te promènes en ce moment, alors effectivement, il ne fait pas toujours très beau, mais tu vois des coquelicots partout. Oui, c'est vrai. Tout le monde pense que le coquelicot, c'est magnifique. Grâce à Kenzo, on peut le remercier. Kenzo, dans toutes ses pubs, il a mis des coquelicots en pensant que c'était des fleurs extraordinaires. Le coquelicot, c'est un parasite. Mais il ne pousse que sur des sols propres. D'accord. Ah, je ne savais pas que c'était un parasite. Il ne pousse que sur des sols propres. Et quand tu vois dans les vignes du Mâconnais, les vignes du Beaujolais, des coquelicots qui repoussent partout à foison, ça veut dire qu'effectivement, il y a un vrai travail de fond qui a été fait dans les sols et qu'on peut être que fier de ce travail-là. Donc naturellement, c'est génial. Et avant d'aborder les autres sujets, est-ce que vous pensez qu'il y a un peu un espèce de retour maintenant, un peu un esprit communautaire où, vous savez, avant, on avait à chaque fois des villages ou justement des territoires où les gens fonctionnaient beaucoup par localité, consommation locale, etc. Non. Non ? Non. Ça, c'est un truc de bobo, ça. Vous pensez ? Ouais, ça, c'est un truc de bobo. C'est quoi qui vous fait dire ça ? Parce que, on le voit bien, les gens, quand ils ne peuvent pas faire autrement, ils font comme ça. Mais en règle générale, ils vont aller au plus simple et au plus facile. Moi, tous les dimanches matins, quand je ne travaille pas, je vais faire mon marché. D'accord ? Sur le marché, tu as des étals de fruits et légumes à perte de vue pour certains, mais tu vois bien que c'est exactement les mêmes fruits et légumes que ceux que tu vas acheter chez la grande distribution. Donc tu peux très bien le prendre chez eux, mais ils l'ont acheté au même endroit que la grande distribution. Ou tu peux aussi aller voir le petit paysan qui est du coin et qui a son étal aussi, et qui a peut-être des fruits, des légumes moins jolis, qui est peut-être à 50 centimes d'euros plus cher, mais par contre, tu es sûr de manger quelque chose de local et choses comme ça. Mais pour tous, c'est comme ça. Pour tous, c'est comme ça. Mais je ne pense pas qu'on revienne sur de l'autarcie ou même de la régionalité. Pour la viticulture, oui. Par contre,
C'est-à-dire que les vignerons reviennent vraiment à l'essentiel, Ok. à se concentrer sur l'essentiel. Et ça, c'est assez génial. Quand tu discutes avec les jeunes générations de vignerons, des gens qui ont 25-30 ans, c'est extraordinaire parce qu'eux, ils reviennent à l'essentiel. Eux veulent, ce qui n'était pas forcément le cas de leurs parents ou de leurs grands-parents, veulent laisser un territoire propre et veulent laisser aussi une empreinte la plus saine possible. C'est pas souvent facile, Ok. mais par contre, effectivement, ça fonctionne. Et on voit aussi dans la qualité des vins qui sont liés en biodynamie ou autre. Et attention, je ne suis pas un ayatollah du bio, hein, parce que le bio n'est pas toujours bon. Il ne faut pas non plus s'enflammer. Hein, et on le voit dans les fruits, dans les légumes, dans les choses comme ça. C'est bien le cas et ce n'est pas toujours bon. Mais quand tu goûtes les vins, ils ont une forme de résilience qui est assez extraordinaire. Et le vignoble, malgré les aléas climatiques que tu peux avoir, malgré la plante en elle-même, a une mémoire. Donc naturellement, cette mémoire, elle va l'utiliser au fur et à mesure dans son élaboration du raisin qu'elle va te donner. Donc je pense que oui, depuis quelques années, on voit aussi des qualités nettement supérieures de tous les vins que l'on goûte. Ce qui est paradoxal, la qualité est de plus en plus supérieure, elle n'a peut-être jamais été aussi bonne et on en boit de moins en moins. Un peu une espèce de paradoxe entre les deux, entre la consommation, l'attrait et ce qui le produit en fait. Je ne sais pas comment analyser ce paradoxe, mais une chose est sûre, c'est que le vin peut être bon pour la santé si on a l'intelligence de la consommation ultra modérée. Le vin, comme tout ce qui contient de l'alcool, peut avoir des effets comment dire, d'accoutumance ou choses comme ça. Donc il faut être effectivement hyper sain, hyper prudent et choses comme ça. Mais on peut aussi parler de vin sans boire un verre de vin. On peut aussi parler de la culture du vin, on peut aussi parler de l'agriculture, de la géographie, de l'histoire et de tout ce qui va autour du vin. Néanmoins, je pense qu'on n'a jamais fait des vins aussi sains que maintenant et que, à part peut-être dans un passé lointain, mais où peut-être que nos ancêtres n'avaient pas les mêmes comment dire, capacité, non pas capacité de dégustation, mais appréhension de dégustation. D'accord. Mais on n'a jamais fait des vins aussi sains que maintenant et des vins aussi propres. Et quand tu vas de plus en plus dans... Alors il y aura toujours effectivement des gros faiseurs de ci, de ça et l'autre, une forme d'industrialisation de certains vins. Mais moi je reste persuadé qu'il y a une vraie prise de conscience de cette jeunesse, des jeunes vignerons ou des gens qui se recyclent. Parce qu'on parle de jeunes, quand je parle d'un jeune vigneron, ça peut être aussi un mec qui a 60 ans, qui a fait une carrière avant et qui décide de revenir à l'essentiel. Jeunes vignerons, c'est des gens qui commencent dans le début d'un process de viticulture. Et on a des exemples flagrants de gens qui sont extraordinaires. Prenez une nana qui était à Fleury et qui s'appelle Alexandra de Vazeille, qui a 60 et quelques années maintenant. Elle est arrivée il y a 7-8 ans dans le coin et elle avait fait une grosse carrière avant aux États-Unis, si ça et l'autre. Et elle a révolutionné, entre guillemets, elle a mis un coup de pied non pas dans une fourmilière, mais elle a mis un coup de pied dans des choses avec pas d'a priori, juste l'envie, juste l'envie de faire bien et bon et sain. Bon, alors elle a vendu son domaine l'année dernière pour des raisons personnelles, mais c'est génial, les vins, quand tu les goûtes, ils sont superbes et surtout, ils ont une capacité de vieillissement dans le temps qui est assez extraordinaire. Et je pense que la biodynamie amène ça, amène cette capacité de résilience, de captation effectivement du meilleur du territoire. Et au bout du bout, tes vins avec une meilleure qualité, une meilleure digestibilité et un état sanitaire plus facile. Super intéressant. Alors j'explique le procédé pour les différents sujets. Donc le jeu il est simple, on a 6 sujets, peut-être qu'on les abordera tous, peut-être pas. Vous en choisissez un sur deux, donc vous pouvez commencer et moi derrière entre 1 et 6. 3. L'impact du voyage et des cultures dans sa croissance personnelle et professionnelle. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est extraordinaire le voyage. Vous avez justement, ça a été quoi votre histoire avec le voyage et quand vous avez commencé à voyager ? Je sais même pas. J'ai pris la première fois l'avion, j'avais 30 ans. Vous avez 30 ans la première fois. J'avais 30 ans la première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour aller à Cognac, je me rappelle. Pour aller à Cognac et c'était à Lyon-Bordeaux. Alors bon, ça c'est un petit voyage, mais c'était déjà une expérience extraordinaire. Je me suis bien rattrapé depuis, parce que je vais avoir 54 ans. Je me suis bien rattrapé depuis.
Mais le voyage, c'est extraordinaire. Le voyage, c'est d'aller voir ce que tu as lu dans un livre, aller chercher, et ce que je dis aux gens, c'est la curiosité. Ce que je dis aux jeunes, c'est soyez curieux et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Même moi, croyez pas tout ce qu'on vous dit. Allez voir, allez chercher l'information, allez visiter les lieux. Et moi, j'ai eu la chance de faire des voyages extraordinaires. Alors, souvent, effectivement, je dois l'avouer, tous ces voyages ont été empreints d'une recherche personnelle autour de tout ce qui peut être vin, spiritueux, un peu de spiritualité de temps en temps. J'aime beaucoup l'esprit, la spiritualité. Pour moi, spiritualité se rapproche souvent. Et j'ai des souvenirs extraordinaires quand tu vas dans l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande, visiter les vignobles de Marlborough, que tu vas à Christchurch, dans tous ces coins-là, c'est magnifique. Quand tu vas dans le sud de l'Afrique et que tu vas en Afrique du Sud sur Stellenbosch, visiter les domaines, les vignobles, et que tu arrives à la pointe du Cap, là où effectivement tu as ces deux océans qui sont là et qui ne se mélangent jamais. Et tu as deux couleurs différentes, tu as quelque chose qui est fabuleux. Quand tu passes une journée ou 2-3 jours avec des Péruviens dans la vallée de l'Ica et que tu passes 2 jours sur le lac Titicaca avec eux, dans leur vie, dans leur façon d'être, tu perds toute notion de... Le Wi-Fi n'existe pas, hein, là, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Mais tu reprends un sens naturel de la vie. Quand tu vas au Japon, avec cette culture un peu particulière, en Chine également, toute l'Asie, moi, me marque énormément. Je suis plus un fan d'Asie que d'Amérique, même si j'ai adoré, j'ai fait toute la partie États-Unis, et puis un petit peu d'Amérique du Sud avec Brésil, Mexique et choses comme ça. Et Pérou. Mais je suis plus un fan quand même d'Asie. J'ai fait toutes les Caraïbes, toutes les îles des Caraïbes où on fait du rhum. Fait, ouais. J'ai fait toutes les îles. Je suis un fan de cigares, donc j'ai fait 5 ou 6 fois Cuba. J'ai fait la République d'Homme, enfin voilà. C'est quoi le voyage qui vous a le plus marqué ou qui vous vous êtes dit, vous avez eu des déclics par exemple? Il y a un voyage qui m'a marqué, réellement, et ça n'a rien à voir avec le vin. C'est la Pologne. D'accord. C'est Varsovie, magnifique, avec des choses que j'aimais et pas aimé, et Cracovie. Cracovie qui a été une ville extraordinaire. Alors j'ai visité toutes les choses qu'il y a autour, donc les mines de sel, Auschwitz, des choses comme ça. La basilique aussi et les cathédrales et toutes ces églises. Et j'y étais pour mon anniversaire, je suis né le 14 août, donc j'étais au 15 août, c'est la Sainte-Marie. C'était assez extraordinaire. Et j'ai ressenti une énergie, une spiritualité assez folle. Et moi, je suis un enfant, ça peut paraître bizarre, je ne suis pas un religieux. Je suis catholique, ouais, mais dans mon fort intérieur, je ne suis pas un pratiquant. Mais néanmoins, j'ai toujours été fan de Jean-Paul II. J'ai trouvé que l'homme avait un courage extraordinaire. Et c'est ça que j'appréciais dans l'homme. Ce n'est pas le fait qu'il soit pape ou quoi que ce soit. Et quand je suis rentré dans cette cathédrale où il était évêque et archevêque, j'ai trouvé ça, j'ai eu quelque chose qui était très très fort. Je ne peux pas l'imaginer, je ne peux pas l'exprimer non plus. Et j'ai ressenti exactement la même chose le jour où j'ai rencontré les 2 moines qui font la Chartreuse, dont Benoît et frère Jean-Jacques, on a déjeuné ensemble, et au monastère. Et j'ai ressenti cette même force intérieure qui t'oblige à sortir de... La grande phrase aujourd'hui, c'est sortir de sa zone de confort. Je ne dirais pas que c'était sortir de ma zone de confort, mais c'était d'aller puiser quelque chose d'un peu différent. Au-delà de... Ouais. Je me rappelle d'un homme politique qui avait parlé des forces de l'occulte. Mais j'aime pas l'ésotérisme ou ces choses-là. Mais je pense que naturellement, par moment, tu crois en quelque chose de supérieur, de divin. Et que moi, ce voyage-là, il a été très formateur pour moi. Il était à la fois très humain dans la vision de la ville, très humain dans cette cathédrale et dans ces lieux de prière, mais de bonheur, où les gens étaient joyeux.
est très inhumain quand tu vas visiter Auschwitz-Birkenau, quoi. Un peu une espèce de distorsion de la réalité. Et... Ouais, c'est même pas la distorsion de la réalité, c'est la réalité. C'est la réalité, et je pense que... C'est l'opposé de deux choses. Sans faire de politique ou quoi que ce soit, je pense que... Moi, j'en avais discuté avec pas mal de gens, et dans les écoles, de temps en temps, c'est bien de leur apprendre les choses, mais de les emmener voir les choses. Alors, effectivement, il faut des budgets, si c'est l'autre, on va me dire, mais quand tu vas voir certaines choses, je pense que tu n'en sors jamais indemne. Mais ça ne veut pas dire que tu en sors meurtri, ça veut dire que tu en sors plus grand, plus fort, parce que tu apprends, tu découvres, et tu vois ce que c'est que la réalité, la vie telle qu'elle est réellement et qu'elle a été réellement. Et la force qu'il fallait à ce moment-là à ces gens pour supporter cette réalité. Et voilà, ça c'était un des voyages les plus formateurs. Et après, dans ma vie de sommelier, des voyages, j'en ai fait plein. Si vous avez une anecdote justement dans votre... Ouais, j'en ai plein, mais le dernier voyage que j'ai fait, c'est la Serbie, où on a visité pas mal de domaines, goûté pas mal de vins, et c'était assez extraordinaire. Par exemple, en Serbie, j'ai goûté un vin dans un domaine, le même vin où le type fait 3 élevages différents, un élevage en bois, un élevage en œuf porcelaine, et puis un élevage en cuve inox, sur un cépage autochtone, et c'était génial parce qu'effectivement, tu as 3 identités de vins différentes. Et même si c'est le même territoire, tu as 3 identités grâce à l'élevage. Donc c'était super intéressant. Et moi, je suis un fan du Portugal et de la vallée du Douro et des vins de Porto. Et donc, ouais, j'ai des anecdotes une anecdote très sympa. Un jour, on était en dégustation chez Andrezen avec Carlos Flores dos Santos, qui est le PDG d'Andrezen, la marque Andrezen. Et je ne fais pas de pub pour lui, mais l'idée, c'était de donner des choses assez extraordinaires. Et on goûte des vins et tout. Et à un moment, il me dit, tiens, je vais te faire goûter un truc et tout. Et je goûte, et j'étais persuadé de l'avoir déjà goûté. Et je lui dis, c'est vieux, et ça me rappelle des vieux Coleïta dans les années 15, 20 et tout. Et il me dit, ouais, c'est un 1910. Et en fait, c'est un 1910 qui était encore en fût. Et donc en 2010, j'ai gagné le titre de Master of Port. Et il m'a offert une bouteille de ce 1910 quand ils l'ont mis en bouteille. Et je l'ai bu avec un ami, qui est également Master of Port. Et c'était un moment d'émotion. En fait, j'avais l'impression de revivre exactement l'instant que j'avais vécu dans cette cave, au moment où il avait sorti de la pipette du fût, parce qu'il y avait tous les mêmes arômes, il y avait toute la même ambiance. Et c'est rare, parce qu'en fait, quand tu goûtes un vin dans une cave, tu as une ambiance. Quand tu le goûtes après ailleurs, tu as une ambiance un peu différente, donc c'est complètement... Et je pense que le voyage est formateur. On voit aussi, les Français aiment râler, on aime tous râler, mais quand tu vas ailleurs, des fois tu vois que ça ne sert à rien de râler parce qu'il y a des gens qui sont ou plus malheureux. Bien sûr, on voit toujours le verre à moitié plein, on ne voit pas le verre à moitié vide, mais j'aime bien l'idée du voyage pour la connexion qu'on peut avoir aussi avec les autres. Et puis la reconnexion qu'on peut avoir avec soi-même. Est-ce que vous avez voyagé beaucoup seul ou vous avez voyagé? Non, j'ai emmené beaucoup mes enfants. J'ai 3 enfants, mais j'en ai 2 qui sont très grands, qui ont 27 et 25, et je les ai beaucoup emmenés avec moi. On a beaucoup voyagé. C'était une volonté pour vous de leur inculquer cet attrait au voyage? L'attrait du voyage, et puis en même temps, l'ouverture d'esprit. Tu peux pas, quand tu voyages, tu peux pas être... ou alors si, tu fais un voyage. Tu sais, les mecs qui me disent, moi je suis allé à Cuba, j'étais à Varadero. Va pas à Varadero, va à Saint-Tropez, c'est aussi bien. Tu auras un impact carbone qui sera beaucoup moins important. Non mais c'est n'importe quoi. Enfin, je dis pas que c'est nul, mais voilà. Mais quand tu vas à Cuba, tu vas visiter l'île, tu vas aller à Pinar del Rio du côté des plantations, tu vas aller dans le sud, tu peux même aller jusqu'à Guantanamo ou choses comme ça, mais tu visites Trinidad, qui est une ville sublime, tu visites San Fuegos, qui est sûrement l'endroit où tu trouves... tu as encore des civettes où tu peux payer aussi encore en pesos cubains là-bas directement, alors qu'à l'époque, il y avait 2 monnaies, le pesos pour les étrangers et puis le pesos cubain. Donc, sois curieux, va voir, balade-toi, mais si tu vas dans un coin, tu ne vas pas pour aller dans un club, même si j'adore le club, je faisais la carte des vins du Club Maître de l'île Maurice, donc je ne vais pas dire du mal des clubs, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, si tu peux aller au club, mais il faut quand même sortir un peu et aller voir ce qui se passe à côté, quoi. Et comment vivent les gens aussi, et comment ils sont
comment ils sont réellement. Je trouve ce qui est assez intéressant avec le voyage et même vous avec votre parcours et les domaines dans lesquels vous, enfin, je veux dire le secteur d'activité dans lequel vous travaillez, c'est que je trouve, et notamment avec le voyage, ça se transpose bien. On associe souvent en fait une émotion avec un lieu ou avec quelque chose et du coup c'est ce qui fait que ça nous marque parce qu'on arrive à créer un souvenir. Et j'avais lu quelque chose comme quoi les souvenirs justement sont créés et je pense que vous c'est le cas gustativement ou même de par nos sens et avec un événement ou quelque chose en fait entre deux éléments. Et c'est cette corrélation qui fait qu'on a un souvenir et qui nous marque et qui nous procure des émotions. En fait, tu as deux styles de souvenirs, le bon et le mauvais. Sinon, tu n'as pas de souvenir. Ouais, c'est vrai. Moi, je prends un autre exemple pour le souvenir qui, pour moi, me parle plus. C'est le souvenir de la dégustation, mais pas forcément des vins. Quand tu vas manger au restaurant, quel que soit le restaurant, quand, quelques semaines après, tu te rappelles du plat que tu as mangé, c'est ou qu'il était très mauvais, ou qu'il était extraordinaire. Mais un plat qui est juste bon, tu t'en rappelleras pas. Tu te rappelleras du moment que tu as passé avec tes amis, avec ci, ça et l'autre. Mais le plat en lui-même, tu t'en rappelleras pas. Moi, j'ai souvenir, j'ai mangé chez Joël Robuchon. J'étais jeune, hein. J'avais 20 et quelques années. Je peux vous donner tous les plats que j'ai mangés, de l'amuse-bouche au dessert. Tellement c'était extraordinaire. J'ai mangé chez Charles Barrier à Tours. J'ai mangé son saumon de Loire avec un beurre blanc qui était... J'ai encore le goût en bouche quand j'en parle. Il y a comme ça des choses. Tu vas chez Gilles Goujon, tu manges l'œuf pourri. Tu as plein de lieux comme ça où tu vas chez le saumon à l'oseille, chez les Trois Gros à Ouche. C'est extraordinaire. C'est des moments où tu as un plat, un truc qui te... Et toute ta vie, tu t'en rappelles. C'est pas juste de dire j'ai vécu un moment, j'ai un souvenir extraordinaire, j'ai un plat extraordinaire, j'ai un moment extraordinaire et toute ta vie, tu te rappelles de ça. Et tu as une trace dans ta bibliothèque extraordinaire qui est ton cerveau. Tac, tu y penses, boum, le plat sort, tu le visualises. J'ai mangé dans des centaines de restaurants et des centaines de restaurants étoilés. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir parce que j'ai été souvent avec des gens que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai passé des bons moments. Mais il y a plein d'endroits où, quelquefois, je me rappelle de ce que j'ai bu, mais rarement, quelquefois, de tout ce que j'ai pu manger. Ou d'un détail, d'un point, de ci, de ça et l'autre, oui. Mais de se rappeler de tout un menu, ça veut dire que le mec, il est quand même assez extraordinaire. Ouais, c'est un gros marqueur du coup de qualité, d'excellence. Oui, parce que tu ne retiens que ce qui te marque. Dans le bon comme dans le mauvais. Je veux dire, quand le mec, il t'a perdu ta valise au fin fond de l'Asie et que tu as 4 jours où tu es avec ta doudoune et que faut que tu ailles acheter des slips, des caleçons sur le marché ou un t-shirt et voilà, tu t'en rappelles aussi. Mais ça, c'est pas un bon souvenir. Au bout du compte, c'est un souvenir de voyage. C'est pas un mauvais souvenir. Mais quoi qu'il en soit, c'est un souvenir. Justement, j'ai le deuxième sujet que je voulais aborder. Vous en avez parlé plusieurs fois, vous l'avez évoqué 2-3 fois déjà. C'est le deuxième sujet, c'est l'art de l'excellence dans la gastronomie française. Est-ce que vous pensez qu'on est... Est-ce qu'on entend beaucoup dire qu'on est un pays quand même, le pays de la gastronomie, le pays de l'excellence dans la manière de cuisiner, etc. Est-ce que vous pensez que c'est complètement faux, c'est bidon ça, mais c'est grave. C'est ce qu'on nous donne beaucoup comme image, c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais si tu veux faire du French bashing, tu lances ça comme ça et puis là, tu es tranquille. Pas du tout. On n'est pas du tout un pays. On est un pays où on aime l'excellence. Un pays où on aime manger, où on aime la gastronomie, on a une culture de la table. Et on n'a jamais eu aussi bien mangé, je pense, et les chefs n'ont jamais pris autant conscience de l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la gastronomie. Et ça, c'est vrai. C'est une réalité. Je pense que quand tu discutes avec des chefs 3 étoiles ou pas, des chefs de village, des mecs qui ont un petit bistrot dans un village, tu sens qu'il y a une implication dans la vie locale, dans le tissu local, et une envie effectivement de faire partager du goût. Donc là, je suis d'accord. Mais la gastronomie française, elle est un point dans la gastronomie mondiale. La gastronomie, tu vas en Chine, tu as 40 cuisines chinoises différentes. Tu vas au Japon, c'est la même chose. Tu vas en Italie, qui est notre voisin, ou l'Espagne, tu as une vraie gastronomie. Donc, je ne pense pas que la France a depuis très longtemps, par contre, mis en avant cette idée de l'art de vivre à la française.
c'est-à-dire la table. La table, le couvert, le verre, le moment du repas et du partage de la table. Le pain, le vin. Ça n'a rien d'eucharistique, ça. Hein. Je veux dire, si on a autant de vin en France, c'est grâce à l'Eucharistie, parce que naturellement, on a développé depuis 496 et le baptême de Clovis, on a développé des vignobles partout en France. Mais au bout du bout, je reste persuadé que la France a été certainement précurseur dans l'art de la table. Mais l'art de la table, c'est effectivement la cuisine, le service. On oublie souvent la qualité du service au détriment des cuisiniers qui veulent prendre un petit peu toute la phase médiatique. Vous pensez que ça vient d'où justement cette image-là? Ils ont eu des chefs de liste très forts. Raymond Oliver en premier qui a fait sa première émission de télé, Paul Bocuse, pour ne pas le citer, qui est un homme qui était extraordinaire et qui était dans l'esprit de ces cuisiniers qui ont effectivement sorti les cuisiniers de leur cuisine. Et puis tous ces chefs effectivement qu'on voit maintenant quand tu ouvres la télé avec Masterchef ou Top Chef. Et je trouve que c'est génial parce qu'ils ont rempli des écoles hôtelières. Alors à contrario, ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Parce que tu ne peux pas faire croire à un gamin qu'en 3 mois, il va devenir chef de cuisine étoilé. Mais au bout du bout, je pense que c'est hyper sain. Moi, je prône pour un top sommelier, mais on n'y arrive pas parce que tout simplement, avec les lois E20 sur la consommation, on n'arrive pas à parler de vin. Même si tu ne fais pas voir la bouteille, c'est très difficile. Et les chaînes sont très frileuses, donc naturellement, c'est impossible. Mais je pense que la France reste un grand pays de gastronomie parmi la planète de la gastronomie. Et donc, je suis contre le fait qu'on dise qu'on est les premiers ou les... Non, il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas un sens de premier ou dernier. Quand tu te balades dans un pays, tu vas manger la cuisine du pays. Donc, effectivement, tu peux avoir un aspect très gastronomique. Quand tu vas au Pérou, que tu es à Cusco et que tu tapes un ceviche et que le mec il te fait devant toi dans la rue, à Paris ou en France, tu ne mangerais pas ça. Oui. Pourquoi ? Parce que déjà, tu vois le poisson, il a l'air libre aussi, c'est l'autre, avec le côté aseptisé de notre cuisine, tu te dis, non. En fait, quand tu le goûtes, waouh, tu prends une gifle, le citron a du goût, le petit oignon a du goût, le poisson est extraordinaire. Il a mis l'épice qu'il faut, tu n'es pas malade. Tu bois ton pisco sour avec et tout va bien. Et tu es dans une ambiance extraordinaire. Mais cette cuisine de rue, cette food, tu l'as aussi à New Delhi, tu l'as aussi à Shanghai, tu l'as aussi à Tokyo, tu l'as partout. Tu l'as aux États-Unis à l'époque avec des produits qui étaient peut-être un peu dérivés, mais tu avais les petites camionnettes de hot dog ou choses comme ça, c'était génial. Franchement, c'était bon. On peut dire ce qu'on veut, on n'aime pas les Américains, mais c'était super bon, c'était intéressant. Puis il y avait un côté culturel. Il faut faire attention à ne pas aseptiser, par contre, notre culture. Et je pense qu'en France, on a du mal de temps en temps à... Voilà, il faut arrêter de vouloir aseptiser la culture. Et j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec des Anglais qui ont, eux, de plus en plus de mal à s'approprier, entre guillemets, des produits, puisque avec le Brexit, tu as de moins en moins de produits qui passent à la frontière. Et donc, quelquefois, pour cuisiner, c'est compliqué, parce qu'ils n'ont pas tous les produits qu'ils veulent, surtout sur les fruits et légumes. Ils ont beaucoup de viande, ça c'est sûr, mais pour les fruits et légumes, ils ont un peu plus de mal. Et vous avez un type de gastronomie ou dans l'un de vos voyages qui vous a marqué particulièrement? Et je pense que oui, et si oui, pourquoi? C'était quoi vraiment l'élément qui vous a un peu... Moi j'ai des souvenirs dans tous les pays où je suis allé. Et, la première fois que j'ai mangé du cochon d'Inde, par exemple. Cochon d'Inde, c'était au Pérou. Au fin fond de la vallée de l'Ica, où tu manges avec les gens, quoi. Et le mec, il te fait un plat qui est local et lui, il est content de te faire ce plat-là parce que donc tu manges et tu le goûtes et tu prends du plaisir à ce moment-là. Après, quand tu réfléchis que c'est un petit cochon d'Inde et tout, tu dis, ouais, mais enfin bon, nous, on mange bien des escargots, on mange bien des grenouilles. Voilà. Après, des moments... Moi, je dis les moments de gastronomie sont liés souvent de gastronomie ou de plaisir à table sont liés aussi des gens avec qui tu es. Moi, je me rappelle, j'ai visité le marché aux épices à New Delhi avec des Indiens. On était 3 et c'était extraordinaire. Et le type me dit, mais vous êtes sûr que vous les mangez dans la rue, dans un petit restaurant comme nous? Je dis, oui, je suis sûr. Et vous n'avez pas peur d'être malade? Si je suis malade, je serai malade, on verra bien. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que vous êtes malade, vous. Donc j'ai mangé avec vous et on a été manger les samoussas, on a bu le thé, on a bu... Et cette ambiance d'odeur que tu as, de goût qui sont très prégnants, waouh, c'est extraordinaire. Ça fait partie du jeu. Alors oui, il n'y a pas de nappe, oui, il n'y a pas de ci, oui, il n'y a pas de ça, et tu manges avec tes doigts. Mais c'est extraordinaire. Quand tu fais
Moi, j'ai eu la chance d'être sûrement un des derniers Européens à visiter le marché de Tsukuji à Tokyo, donc le marché de poissons avant qu'il déménage. Tu arrives à minuit, 1 heure, tu fais tout le marché, tu te balades, tu vois les thons, les ci, les ça, les l'autre, tu vois tous les poissons et tout. Puis à 4h30, tu arrives dans une petite échoppe qui vient d'ouvrir. Et là, le mec, il a été chercher des poissons qui sont encore vivants, il te fait des crevettes, des trucs. Et là, il te fait des sushis, il te fait des plats, et tu goûtes ça avec une soupe miso et un verre de saké à 4h30 du matin. Et après, tu retournes à l'hôtel, tu dors 2 heures et tu prends un petit déjeuner. Et c'est waouh, c'est enrichissant humainement. Puis tu rencontres des gens qui sont passionnés. Je veux dire qu'ils sont passionnants. Le type, il fait son riz, il le cuit le matin pour le manger tout de suite, et il le cuit l'après-midi pour l'après-midi. On n'a pas de frigo, on n'a pas de ci, c'est l'autre. Il y a une vraie culture. Justement, au Japon, c'est super intéressant. Pour aller plus loin sur la partie Japon, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps qui expliquait un concept au Japon. Et les Japonais vivent beaucoup à travers ce qu'ils appellent l'ikigai, donc leur quête de vie. Et que justement, beaucoup de choses au Japon, et notamment sur leur culture gastronomique, quand ils vont faire une chose ou un procédé, mais de le faire justement ce côté excellence et à la perfection, d'aller dans le moindre détail. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti Alors, mais sur des éléments très simples au Japon, j'ai ressenti une chose importante, c'est que j'étais un étranger. Ouais. C'est vrai qu'on a aussi. Ouais. Et que je venais pour écouter, pour apprendre, et pas pour m'imposer. D'accord. Mais c'est fait avec tellement de subtilité et de finesse que tu ne le prends pas comme un outrage. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai appris l'humilité. J'ai eu la chance de visiter peut-être une des plus belles brasseries de saké, à Dasai, dans le sud du Japon. Et celui qui m'a fait la visite, c'est le PDG. D'accord. Mais c'est pas parce que c'était moi, c'est parce que lui, son kiff, c'est de faire visiter sa maison, de parler de sa maison. Et après, on a mangé. On n'a pas mangé au restaurant, il a fait venir des petits bento et tout. On a mangé dans le truc à côté. On a bu goûté plusieurs sakés, des fermentés, des pasteurisés, des non pasteurisés. Et c'était extraordinaire parce que ce moment qu'on a partagé, on a commencé à 9h, on a fini à 14h. Donc le type avait sûrement autre chose à faire, il dirigeait un très gros groupe, mais il aime recevoir tous les jours pour garder la connexion avec le sol et pas s'envoler dans une forme de grosse tête et pour garder la connexion avec les gens qui consomment et qui vendent leurs produits. Et je trouve que cette humilité, c'est dans la façon de servir simplement, de te donner quelque chose à boire. Tu sens la gentillesse, tu sens l'intention. Oui, et tu sens que c'est pas du fake, quoi. Le mec, il fait pas ça parce que tu viens, que tu es de France et que tu es sommelier, que tu es auréolé de plusieurs titres et tout. Non, en fait, c'est pas qu'il s'en fout, c'est juste qu'il est très respectueux de ça. Mais à côté de cela, il est aussi très respectueux du travail de ses collaborateurs et de ce qu'il fait. Donc il y a quelque chose de fin et de sain. C'est intéressant. Est-ce que vous voulez passer à un autre sujet? On a fait le 3 et le 2. Le 5. Le 5. Votre ambition pour la maison des ateliers, c'est quoi votre vision avec la maison des ateliers sur l'avenir? L'ambition. L'ambition, j'en ai eu beaucoup. J'en ai toujours beaucoup, mais j'ai une ambition collective pour la sommellerie aussi. C'est qu'effectivement, c'est de retrouver cette grande fraternité qu'on peut avoir et de partage du vrai métier de sommelier. D'être capable aussi d'accueillir dans notre famille de la sommellerie tous les gens qui nous semblent différents. Accepter que c'est pas parce que tu n'es pas sommelier en 3 étoiles Michelin que tu n'es pas un sommelier. Accepter que c'est pas parce que tu es caviste et que tu bois que du vin nature que tu n'es pas sommelier. Parce que ces gens-là, ils méritent autant de respect que le sommelier qui est en 3 étoiles Michelin. Et remettre, plus tu exclus des gens d'un cercle, plus des cercles se créent. Et c'est pas sain parce qu'au fait, au bout du compte, la force fait que c'est l'union qui fait la force. Donc d'être plus nombreux dans le cercle et partager pour s'enrichir. Voilà. Plus tu t'enrichis intellectuellement dans tout cela, et plus tu es fort, et plus tu es capable demain d'aller décrocher des étoiles. Donc c'est ça qui est extraordinaire.
Donc ça, c'est vraiment pour la sommellerie quelque chose qui me tient à cœur. Pour la maison des ateliers, c'est écoutez, continuer à développer, en faire un lieu où les gens se sentent bien et se disent waouh, c'est top, waouh, on s'amuse ici, waouh, les gens sont sympas. Oui, j'ai passé un bon moment et j'ai appris quelque chose. Voilà. Et c'est ce que j'inculque à toute notre équipe, avec Charlotte, puisque Charlotte, la cofondatrice, qui est ma compagne aussi, elle dirige toute la maison des ateliers, puisque moi je fais plein d'autres choses à côté, donc je fais beaucoup de choses ailleurs. Mais elle dirige ça et on a la même vision à ce niveau-là. J'aime pas parler de clients parce que c'est donner une expérience aux gens qui viennent et qui se disent waouh, vous voyez, c'est beau. Et puis on vient parce que c'est beau et on revient parce que c'est bien. Et parce qu'on a vécu une expérience extraordinaire. Et qu'on a appris quelque chose et qu'on s'est amusé. Si on ne s'amuse pas, on n'apprend rien. Donc voilà un peu. Le développement passe aussi par un développement économique. Je ne vais pas vous cacher qu'il faut que ça fonctionne parce que sinon ça ne peut pas continuer. Mais on y travaille et donc il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important, je pense, c'est vraiment un vrai développement humain et non pas intellectuel, mais enrichissant. Et est-ce que vous apprenez aussi à travers les gens que vous recevez? Bien sûr. Les échanges qu'on a ensemble aujourd'hui, ça m'apporte des lumières, ça m'apporte des points, ça me questionne, bien sûr. Vous savez, moi je suis fan de lecture et j'ai lu beaucoup et il y a un homme que je respecte beaucoup parce qu'il m'a beaucoup donné envie de lire, c'était Saint-Exupéry. Il y a deux hommes qui pour moi sont des gens forts, c'est Saint-Exupéry dans un style et Frédéric Dard dans un autre. Frédéric Dard pour San Antonio et son côté jouer avec les mots, et Saint-Exupéry pour la justesse des mots, la précision des mots, les choses très posées. Et Saint-Exupéry dit « Étranger, loin de me léser, tu m'enrichis ». C'est exactement cela. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu t'enrichis. Tu l'enrichis de ton discours et il t'enrichit du sien. Croire qu'il n'y a que toi qui peux enrichir quelqu'un, c'est déjà ne plus être capable d'avoir cette proximité et cette capacité d'être une éponge et de prendre les émotions des autres. Donc non, je reste persuadé que tout ce qui se passe, je dis toujours, c'est comme l'auberge espagnole, hein, tu n'y récoltes que ce que tu y apportes, mais pas que ce que tu y apportes, c'est tout ce que les gens y apportent se met en commun pour que tout le monde en profite, quoi. C'est vrai que je me demande aussi maintenant pourquoi, mais d'où vous vient justement un peu cette passion pour la sommellerie, l'art de gastronomie, vous pensez que ça vient d'où Alors, j'ai la légende. D'accord, la version... La version légende que j'aime bien dire, parce que par contre, c'est une légende qui est vraie. Je suis né le 14 août 70 et le 14 juillet 72, mon grand-père m'a emmené faire le tour de ses fûts à la pipette. Et donc, j'ai goûté tous les fûts à la pipette, tous les vins à la pipette. Et j'ai tendance à dire que c'est cela qui m'a donné la passion du vin. Alors ça, c'est vrai, dans un sens sûrement. Mais j'ai eu la chance de vivre une jeunesse heureuse, avec des parents, un papa qui travaillait en usine, qui est toujours de ce monde, mais qui travaillait en usine, qui a 89 ans, et qui travaillait en usine comme en fonderie, et puis une maman qui est décédée depuis longtemps maintenant, mais qui était repasseuse, donc des gens qui étaient des ouvriers, avec très peu de pouvoir d'achat, mais je suis né dans le Berry, et dans une région où le savoir manger est important parce que tu tues ton cochon, tu fais tes volailles, tu fais tes pâtés, tu as ton jardin, tu as ci, ça, l'autre. Donc j'ai toujours eu cette chance de pouvoir bien apprendre à manger, de découvrir et d'être curieux. Ça, c'était la première chose. Mais ensuite, je pense que j'ai rencontré je crois, moi, fondamentalement aux rencontres. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont donné cette envie, justement, du service, cette envie de bien faire, cette envie d'être dans la précision de tout ce que l'on fait. Le faire bien, sans prétention, mais le faire bien. Toujours bien accueillir, toujours essayer d'être le plus... aller au fond des choses. Et puis j'ai toujours été curieux. Et en fait, comme je disais, mes parents étant ouvriers,
j'ai vite compris à l'âge de 10 ans que pour pouvoir grandir dans la vie, il fallait absolument que j'ai de la culture, que ça passait par la culture. D'accord. Et je me suis mis à lire à l'âge de 10 ans tout ce qui passait, quoi. Alors j'ai lu des choses simples, hein, les BD pour commencer. Ensuite, comme tu apprenais à l'époque tout ce qui était autour de Molière, hein, les Fourberies de Scapin, le Malade imaginaire pour commencer. Ensuite, l'École des femmes et tout. Et puis après, j'ai lu tous les classiques, hein, Racine, Honoré de Balzac, Zola, Victor Hugo, bien sûr, qui est un type qui a fait des choses extraordinaires. Et puis des choses plus complexes, plus difficiles à comprendre, Racine avec Britannicus. Bon, j'ai lu Britannicus avec un dictionnaire parce qu'il y a des mots, la moitié des mots je ne comprenais pas. D'accord. Un dictionnaire d'un côté et le livre de l'autre. Rabelais, bien sûr, en français et en vieux français. D'accord. Ouais. Et voilà, je lisais beaucoup et ça m'a permis d'avoir de surcréer de la mémoire, je pense, d'avoir une très grosse mémoire. Et en même temps, ça m'a permis d'avoir une forme de lettre, d'être capable effectivement d'utiliser des mots et de comprendre le sens des mots. Et puis ça m'a donné de la culture, tout simplement, et de savoir, voilà, et j'ai appris tous les drapeaux, toutes les capitales, toutes les monnaies, enfin tout ce qu'on pouvait apprendre à une époque que maintenant peut-être les gens y trouvent un intérêt un peu moins important. Et puis j'ai fait travailler ma mémoire. À l'époque, je pouvais prendre une commande de 24 apéritifs différents autour d'une table de 24 et sans papier. Et de redonner l'apéritif de chacun à chaque personne. Et là, c'est pareil que pour la course. Tu commences avec une table de 2. Hein. Tu ne commences pas avec une table de 24, sinon tu es mort. Tu commences avec une table de 2, puis après une table de 4, puis une table de 6, puis une table de 8, et puis après tu complexifies entre les apéritifs, les cocktails, le vin, tout. Mais ça fonctionne. Dès l'instant où tu travailles, tu fais travailler le cerveau et la mémoire, c'est un muscle. Plus tu le fais travailler, plus il fonctionne. Et il fonctionne bien. Quel a été l'élément déclencheur après justement la légende et la lecture, etc. Quel a été le passage un peu? En fait, moi, je voulais absolument faire de la restauration et mes parents étant... j'étais pris à l'école hôtelière de Thonon, mais ça coûtait trop cher à mes parents, je ne pouvais pas aller à l'école hôtelière. Et je me rappellerai toujours mon père m'expliquant qu'effectivement, économiquement, il ne pourrait pas le faire. C'est une des rares fois où j'ai vu mon père avec des larmes dans les yeux parce que je pense qu'il était... frustré. Je ne sais pas si c'est frustré, mais déçu de ne pas pouvoir m'accompagner là-dedans. Et pour moi, c'était pas grave du tout, en fait. J'ai peut-être pas su à l'époque lui expliquer, mais c'était pas grave. C'était voilà. Et j'ai dit, et je suis allé voir je me rappelle toujours mon proviseur à l'époque. Et je lui ai dit, bah voilà, moi j'arrête. Il me dit, mais non, mais tu rigoles quoi. J'étais un super bon élève. Et il m'a dit, au collège. Au collège. Ah oui. Donc j'ai dit, non, j'arrête, je vais faire un apprentissage. Mais alors l'apprentissage dans les années 80, c'était que tu étais un cancre ou un con. Hein. Je veux dire, tu n'avais pas le choix. Hein. Et donc j'ai fait le choix de l'apprentissage. Donc j'ai pris ma mobilette et puis j'ai fait le tour des restaurants dans le coin par chez moi. D'accord. Pour leur dire, voilà, moi je veux faire l'apprentissage et tout. Et puis j'ai trouvé un patron qui m'a pris en apprentissage. Et la première semaine d'école, on était nombreux, il y avait des tests. Il fallait faire des tests pour voir dans quelle classe c'était. Mais tu faisais des tests, puisque quand tu faisais un CAP au CFA, tu faisais des tests en français, en anglais, si tu avais une autre langue étrangère. Et puis après, tu avais histoire, maths. D'accord. Je me rappelle toujours, donc on était dans une grande pièce, plein de monde. Tu fais tes tests, tu rends tes feuilles. Enfin, tu n'as droit qu'à un stylo, donc c'est comme si tu avais triché. Et je me rappelle, j'étais au self et on est venu me chercher en me disant il y a le proviseur qui veut vous voir. Et comme j'étais pas le plus, comment dire, même au collège avant, j'étais un peu, non pas un cancre, mais je pouvais être terrible. Je dis putain, qu'est-ce que j'ai déjà fait quoi. Ça y est, je me rappelle, je rentre. Et là, il y avait le proviseur, le censeur, et puis la prof de restaurant qui était là, et le type très gentil, monsieur Collin. Il me dit ben, asseyez-vous. Bon, je m'assois. Et le mec me dit, voilà, est-ce que vous avez triché au test? Je regarde, j'ai triché, pourquoi? Pour quelle raison de tricher? Parce que je dis franchement, c'était plutôt simple. Je dis, on n'est pas loin du programme de 4e quand même. Donc je dis, c'était plutôt simple. Et là, il me dit, bah, on a un gros problème avec vous. Alors, vous allez vous faire chier. Il me dit ça clairement. Vous allez vous faire chier pendant 2 ans. On est en 86. Il dit, vous allez vous faire chier pendant 2 ans. Vous avez explosé tous les tests.
Et il me dit, le problème qu'on a, c'est qu'on est obligé de vous garder en matière générale. On n'a pas le droit d'exempter de la matière générale, puisque c'est des heures de cours payées par l'entreprise. Donc, il me dit, il faut qu'on trouve une solution. Et la solution, ça a été génial. C'est ma prof de restaurant qui m'a dit, écoutez, on va trouver la solution, on va le mettre au fond de la classe, tout seul, dans son coin, et on va lui filer des bouquins sur la restauration. Et le premier livre qu'elle m'a filé, c'était le Larousse des vins. Et je l'ai appris par cœur. Elle pensait, je pense, que ça allait durer 3 semaines, enfin 3 semaines de cours. Ça a duré 1 semaine. Au bout de la semaine, à la fin de la semaine, j'ai rendu le Larousse et elle m'avait fait un quiz pour être sûr que j'avais bien lu le truc et tout. Et là elle m'a alimenté en livres sur le vin, les spiritueux, la cuisine, les livres de chefs de l'époque, tout. Sur les sauces, les ça. Et vous avez vraiment développé du coup ce... Et j'ai bossé. Et quand j'ai passé mon examen, mon CAP, on avait une épreuve qui s'appelait 5 minutes de commercialisation. Et je rentre dans la pièce, et tu passais par ordre alphabétique. Donc Sommier, tu étais le dernier. Et ils avaient vu déjà, je ne sais pas combien de mecs, plus ou moins bons, et souvent moins que plus d'ailleurs. Et je me rappelle toujours, c'était un chef qui avait 2 étoiles Michelin, qui s'appelle toujours Jean Bardet, à Tours, puisque moi je l'ai passé à Châteauroux, mon examen. Et je me rappelle, il était comme ça, il parlait, et il était en train d'écrire, et il ne lève même pas la tête pour me parler, et il me dit, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Valençay? Et là, je mets un blanc. Ils étaient 3, il y a les 2 autres qui me regardaient. Et le mec, il dit, vous n'avez pas compris ma question? Le mec a 2 étoiles Michelin, moi j'ai pas 18 ans encore. Je dis, bah, pour la comprendre, il faudrait qu'elle soit intelligente. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous parle de Valençay? Vous voulez que je vous parle du château de Valençay qui appartenait à Talleyrand, acheté avec l'argent de Napoléon? Vous voulez que je vous parle du fromage de Valençay? Vous voulez que je vous parle des vins de Valençay? Vous voulez que je vous parle du musée de l'automobile qui est à Valençay? De quoi vous voulez que je vous parle de Valençay? Et là, le mec, il a posé son stylo, il a levé la tête, et la phrase, elle m'est restée parce qu'il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, ah, on en a un qui est peut-être moins con que les autres. Vous imaginez comment c'est violent à l'époque. On ne sait pas trop comment poser le truc. Et en fait, moi, j'ai toujours été très... J'aime les challenges comme ça parce que je trouve que c'est super marrant, quoi. Et le type me dit, bah, parlez-moi des fromages avancés. Donc je lui explique le dîner, pourquoi la pyramide est coupée, parce que Talleyrand, recevant Napoléon qui revenait d'Égypte, avait fait couper les pyramides pour pas que ça rappelle les pyramides d'Égypte et tout et tout. Et bon, au bout d'un moment, ça cogne à la porte, on dit, il y en a encore d'autres à passer, donc il faut arrêter, machin et tout. Et le mec me dit, à l'époque, on avait nos résultats le jour même, des examens. Donc il me dit, bah, vous partez pas, je veux vous voir. Et donc, voilà, on finit le truc, il y avait un petit cocktail, des jus de fruits, des trucs, et lui, il vient me voir, il me fait, toi, tu as une bonne gueule de sommelier, donc si tu veux, moi, je t'embauche comme commis, et je te paye les cours du soir pour que tu deviennes sommelier, à Tours. Et j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui. Vous avez accepté tout de suite? Tout de suite. Alors, je me rappellerai toujours, je suis allé avec mon père et ma mère visiter le restaurant. Ma mère, elle était scotchée, mon père aussi, bien sûr. Tu avais des moquettes qui étaient épaisses comme ça, tu avais des protèges, tu avais des belles assiettes en porcelaine, tu avais des petits tissus en feutrine sur l'assiette pour pas qu'il y ait de poussière au début, avant le service dessus. Ma mère me dit, mais tu vas travailler là, mais c'est le paradis, quoi. Waouh. Pour eux, c'était lunaire. Dans des routiers, tout le temps, hein, donc on bouffait dans des routiers simples où tu avais une serviette en papier. Mais c'était génial aussi, hein. Moi je me rappelle... C'était le meilleur petit salé aux lentilles que j'ai mangé, c'était dans un routier à Châteauroux, hein, donc je veux dire, faut pas... Mais voilà, et j'ai commencé comme ça, et en essuyant les verres en 89, je me rappellerai toujours, en septembre ou octobre 89, j'étais en train d'essuyer les verres, en salle à manger pour les mettre sur table, et puis on avait la radio, et j'entends qu'un Français qui s'appelle Serge Dupes, qui est en Alsace, qui vient de gagner le titre de meilleur sommelier du monde. Et je dis, moi je vais aller le rencontrer, je vais aller travailler en Alsace. Et mon chef sommelier dit, pas de problème, moi je te trouve une place en Alsace. Il m'a trouvé une place en Alsace. Et j'ai rencontré Serge Dupes la première fois en Alsace. Et ce qui est marrant, parce que depuis on est très amis avec Serge. Donc c'est un peu, c'est comme si la première fois que je voyais mon Père Noël, quoi. C'était un peu ça, quoi. La sensation le bonheur. Et j'ai toujours des contacts avec Jean Bardet, qui était un homme très très dur, mais un véritable épicurien tel qu'on peut les aimer. Et c'est lui qui m'a formé au cigare. C'est lui qui, un soir, tu es en train de fumer un cigare dans le truc, il me dit, t'as déjà goûté ça? Non. Assis-toi.
Il m'a offert un petit cédros de luxe et j'ai fumé mon cigare avec lui en discutant de tout, de rien. Je l'écoutais, il me racontait la cape, la sous-cape, le truc. Et après, j'ai acheté un bouquin sur Cuba et les cigares. Et j'ai commencé comme ça l'intérêt du cigare. Et c'est lui qui m'a aussi donné une chose extraordinaire, ce qu'on faisait toutes les semaines, on faisait des accords mets et vins avec Jacques Puiset, qui était le patron de l'Académie du goût, qui était à Tours. Et il venait, on faisait des après-midi, dégustation, tu goûtais des plats, tu goûtais des vins, et tu faisais des accords, tes sites, ça allait. Et c'était grandiose. C'était des moments que tu n'oublies pas quand tu as 18 ans, que tu es gamin, que tu es passionné par ce que tu fais, que tu t'amènes un service complémentaire à tout ça, et dans ta tête, tu grandis très très vite, quoi. C'est peut-être aussi tous ces éléments qui ont contribué à construire la personne que vous êtes maintenant et ce que vous faites aussi actuellement dans... Mais je pense que la personne que je suis aujourd'hui a été construite par mon passé et je construis ma personne de demain aujourd'hui. Donc tout le monde dit « Ah, tu changes de vie ». Non, non, tu poursuis ta vie, tu ne changes pas de vie. Ta vie, elle tienne. Et de la naissance à la mort, tu as un chemin que tu suis. Après, tu as des gens qui vont suivre tel ou tel chemin. Il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun fait comme il veut. Mais effectivement, tu travailles, ce que tu fais aujourd'hui construit ta vie de demain, ton toi de demain. Et vous pensez qu'il y a des bons et des mauvais sommeliers? Bien sûr. Oh là là, putain de Dieu. Bien sûr qu'il y a des mauvais sommeliers. Un bon sommelier, il a 3 qualités. Il est empathique, il aime les gens, il est curieux et il est à l'écoute. Donc 4. Et il est sobre. 5. C'est quoi la différence? C'est le mauvais sommelier qui regarde que son nombril, qui a tout vu, qui a tout fait, qui a tout goûté. Il faut arrêter le cinéma, quoi. Il faut écouter les gens, il faut apprendre, il faut comprendre ce qu'ils veulent. Le mec qui vient manger au restaurant, où il y a un sommelier, il vient dépenser une certaine somme d'argent. Il vient découvrir quelque chose, il ne vient pas prendre une leçon. Il vient pour, justement, profiter. Et plus tu vas partager avec quelqu'un, plus tu vas t'enrichir et tu vas l'enrichir aussi. Je trouve quand vous parlez d'empathie, il y a quelque chose que j'aimerais bien rajouter, parce que même là je le vois à travers l'échange qu'on a, c'est l'art de raconter une histoire, c'est le storytelling. Parce que si vous expliquez factuellement les choses que vous faites, je pense sûrement, et que beaucoup de personnes font, mais si vous derrière vous ne mettez pas de lien, d'intention, d'émotion... Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les voyages. Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable... Moi je peux vous parler du Clos Henry, dans la région de Marlborough, sur la route de Blenheim, avec la chapelle de Sainte-Solange, qui est la réplique de la chapelle de Buée en Sancerre, parce que j'ai été dans les vignes, parce que j'ai été goûter les raisins, parce que je connais le lieu. Quand je vends une bouteille de Clos Henry à un client, je sais de quoi je lui parle. Je ne lui vends pas juste un Sauvignon de Nouvelle-Zélande. Je lui vends un vin de la famille Bourgeois, qui est de Chavignol, et du travail qu'ils ont fait avec à l'époque Nelly France et avec d'autres sur ce territoire. Donc je sais de quoi je parle quand je lui en parle. Là, on a fait des concours pour les sommeliers. Une fois, je me rappellerai toujours, là, il y a quelques années, il y avait un quiz avec 10 photos. Il y a quand même des sommeliers en finale du meilleur ouvrier de France qui n'ont pas trouvé, je ne dis pas qu'il fallait tout trouver, mais les hospices de Beaune, si tu n'as jamais vu une photo des hospices de Beaune quand tu es sommelier et surtout que tu prétends être meilleur ouvrier de France, je ne vois pas l'intérêt que tu peux avoir. Donc, c'est du travail, c'est du voyage, c'est de la curiosité. Moi, partout où je vais, je veux goûter des choses que je ne connais pas. Donc, quand je suis allé effectivement au Pérou, j'ai été goûter différents coins dans la vallée de l'Ica, des vins bien sûr, et puis j'ai été goûter aussi beaucoup de pisco, parce que c'est quand même le pays du pisco. Et j'ai goûté plein de choses parce que ça m'intéressait de voir les différences que tu pouvais avoir d'un pisco à l'autre, à l'autre. C'est de la curiosité, mais c'est aussi un enrichissement personnel d'aller à la rencontre de ces gens-là, de ces gens qui font leur... Quand tu goûtes la chicha morada, c'est une sorte de bière à la fraise. C'est assez marrant d'ailleurs. Mais quand tu goûtes la chicha morada, c'est de la fermentation de fraises. T'aimes ou t'aimes pas. T'aimes ou t'aimes pas. Mais tu l'as goûté, tu sais ce que c'est. Si un client t'en parle, tu sais de quoi, tu sais que tu peux lui répondre. Point. Et au-delà d'être allé, parce que ça, je pense qu'avec l'expérience et le temps, ça devient naturel et des automatismes. Mais comment
comment vous faites pour justement lier tous ces éléments-là? Parce que vous avez l'élément, la phase 1 où vous peut-être vous visitez, vous découvrez, etc. Et quand vous passez à la phase peut-être, je dirais 2, d'expliquer ça et de retranscrire, comment est-ce que vous faites pour trouver les mots Vous racontez votre histoire, vous racontez l'histoire la plus honnêtement possible, sans y mettre d'artifice, sans y mettre du fake. Vous racontez l'histoire avec votre émotion. La dégustation, c'est mettre des mots sur des émotions, mais pas vos émotions. Moi, je goûte d'une façon, vous goûtez d'une autre, peu importe. C'est la connexion de ces dégustations qui fait que l'échange est riche. Ça ne sert à rien d'aller chercher des choses qui seraient originales. Peu importe, tu racontes l'histoire telle que tu l'as vécue. Et une même histoire de l'un n'est pas forcément la même de l'autre. Quand tu écoutes les gens vivre, quand tu écoutes les gens raconter exactement le même événement où ils étaient au même moment, ou quasiment au même endroit, tu peux avoir deux histoires différentes. Parce que les émotions prennent le pas sur une forme de réalité. Mais c'est ça aussi, quand tu racontes quelque chose, quand tu racontes tes voyages, quand tu racontes tes vignobles, quand tu racontes tes dégustations, quand tu parles d'un vin, quand tu parles d'un jus, quand tu parles de quelque chose. C'est l'émotion que ça te procure et la façon dont tu vas en parler, elle va être très bonne si tu as pris du plaisir. Elle peut être très bonne si tu n'as pas pris de plaisir mais que tu peux être cassant. Puis elle peut être tout simplement moyenne parce que tu n'as pas su où te situer à ce moment-là. C'est pas grave. Vous êtes beaucoup dans le. Peut-être dans le. Est-ce que vous accordez beaucoup d'importance? Je pense que oui, à ce qu'on peut vous transcrire ou est-ce qu'on peut vous dire, par exemple, peut-être d'un pays, d'une culture ou même de quelque chose, mais est-ce que vous êtes vraiment convaincu que tant que vous n'avez pas vécu, vous n'y êtes pas allé? Absolument. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je vous disais sur les jeunes. Soyez curieux. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Allez voir. Ouais, c'est vrai. Par contre, il faut écouter pour comprendre. La première fois, il faut écouter. Vous ne pouvez pas partir comme ça et dire ouais, moi je sais mieux que les autres. Non, il faut écouter. Et puis après, il faut de cette écoute y mettre la connexion de ce que vous avez vécu sur place pour effectivement avoir votre propre opinion et votre libre arbitre aussi. C'est comme dans la dégustation. Moi, je peux vous dire que ça, c'est très bon. Mais si vous ne l'avez pas goûté, vous ne pouvez pas savoir si c'est très bon ou pas. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent des échanges qu'on a eus? Un ou deux éléments. C'est toujours difficile parce que ça peut paraître prétentieux. Mais je vais le faire avec grand plaisir. D'abord moi, je passe un super moment. Ça, c'est important parce que je pense qu'on ne peut pas se livrer quand on ne se sent pas à l'aise avec les gens avec qui on parle. Donc, je passe un super moment. J'aimerais qu'on retienne qu'on peut être sommelier, on peut être titré, mais qu'on n'est pas forcément prétentieux, con et pédant. Et j'aimerais que ça donne envie aux gens d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance des vins, des spiritueux, et puis qui soient à la recherche, entre guillemets, de leur propre bien-être gustatif, gastronomique et autres. J'aimerais bien que les gens ils se posent des vraies bonnes questions, et pas que des questions sur le fait qu'ils se sentent bien ou mal. Mais moi, j'aime l'idée qu'il y a d'autres voies et il y a d'autres plaisirs. Et j'aimerais bien qu'on dise que, bon, ok, j'ai eu la chance de travailler dans plein de restaurants étoilés, dont des 3 étoiles Michelin et tout, mais et que je suis pas... j'ai gardé une forme d'humilité et mon bon sens paysan. Et quelle est la dernière question que je vais vous poser? Quelle est la personne que vous connaissez et que vous recommanderiez pour échanger avec qui je pourrais échanger? Alors, il y en a plein. J'en ai plein en tête. Dans le monde du vin, il y a une femme que j'adore. Parce qu'elle est vinificatrice. Elle est extraordinaire parce qu'elle a une connaissance encyclopédique de la viticulture, de la plante, de l'humain, de la fermentation, des appellations. Elle est pas brillante, elle est lumineuse. Elle s'appelle Nadine Gublin.
C'est la chef de cave du groupe La Bruyère, qui est un groupe qui a un château à Bordeaux, des vignes, un moulin à vent, domaine Jacques Prieur, une maison en Champagne. Et ça peut être une très très belle pioche parce qu'elle est, Nadine, c'est une femme généreuse et en même temps, c'est un puits de science, quoi. Elle connaît la Bourgogne. Je connais peu de gens qui la connaissent aussi bien qu'elle. Et en viticulture et en vinification, elle est waouh, elle est extraordinaire. Ensuite, pour l'aspect cuisine, il y a un type que j'adore qui s'appelle Sébastien Chambreux, qui est à l'eau des vignes. C'est un type génial qui aime le vin, vraiment, le vin et les spiritueux. Nous, on a un point commun, on a été meilleur ouvrier de France la même année, en 2007. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection parce que c'est un type qui fait pas de bruit, mais qui est aussi dans la transmission, dans le plaisir, la transmission du goût et puis la transmission auprès de ses équipes. Et c'est un mec qui mouille le maillot, qui montre l'exemple. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'il dit pas il faut faire comme ça, mais il s'est commandé et en même temps démontrer à la personne qu'il va aller le faire aussi bien que lui et voire plus vite. Et ça, c'est une phrase que m'avait raconté Paul Bocuse une fois quand on avait discuté. Il m'a dit, quand tu commandes quelque chose à quelqu'un, il faut que tu sois capable de le faire mieux que lui et plus vite. Et ça, c'était waouh. Ça avait été un moment assez extraordinaire. Donc voilà déjà, cuisine, viticulture. Sommellerie, il y en a beaucoup. Il y a plein de gens. Je pense à Gaëtan Bouvier. Voilà. Après, il y a un type qui pour moi est hors norme, qui est brillant et extraordinaire, c'est Denis Verneau, le chef sommelier directeur de la Mer Brasier à Lyon. Alors, je dis ça peut-être avec pas assez de recul, mais on est amis, c'est mon frère, c'est vraiment comme mon frère, Denis. On a fait l'école de sommellerie ensemble en 88 et on ne s'est jamais quitté. C'est le parrain d'un de mes fils. C'est quelqu'un pour qui c'est quelqu'un qui est plus pondéré que moi dans beaucoup de choses, qui est très diplomatique, mais qui a un background et un vécu extraordinaire également et qui coûte magnifiquement bien, et qui est également meilleur ouvrier de France et Master of Port comme moi. Et on échange beaucoup ensemble. D'abord parce qu'il m'appelle sur des fois où je pourrais être un peu en feu et un peu plus sur une forme d'énervement. Et on est plus qu'amis depuis toute cette période et on ne s'est jamais fâché. Mais jamais même une friction. Et ce qui est marrant, c'est que si on se regarde, on sait ce que l'autre pense. Sur une dégustation, un dossier, quelque chose, quand on est en réunion ensemble, on n'a pas besoin de se parler pour comprendre. Et on est souvent en phase. Donc et quand je suis un peu plus dans le dynamisme, il est là pour me calmer et moi, et inversement pour moi. Et je trouve que c'est assez exceptionnel. Et voilà. Donc un sommelier, un cuisinier, une œnologue, voilà, ça me paraît déjà bien. Ça nous fait trois belles personnes. Après, il y a un mec qui a un bar à vin à Dijon. D'accord. Qui s'appelle Bruno. D'accord. C'est quel Ça s'appelle Chez Bruno. Chez Bruno. Ouais. D'accord. C'est vers la gare. D'accord. Et le mec, il faut aller le voir parce qu'il est barré, il est taré, il est fou, mais il est gentil. Et il a une carte des vins à tomber par terre. Chez Bruno. Pas que des grands vins, il a tout type de vins. Et il s'éclate à boire un coup de gamay de chez Lapierre, il s'éclate à boire un Pic Saint-Loup tout simple. Il s'éclate à faire découvrir ce qui est le vrai métier de sommelier. Et il n'est pas sommelier. Moi, je l'ai connu quand j'étais à Tours. Il avait un bistrot, le bistrot des Halles à Tours. Et ce type, il est brillant. Il est brillant parce qu'il transmet avec ses mots. Il a la gouaille. Grosso modo, il pourrait être garçon boucher aussi, tu vois. Il a la gouaille, il a la gentillesse et en même temps, il est passionné, quoi. Et quand tu vas chez lui, tu passes une soirée exceptionnelle parce que tu sais que tu vas boire bon. Des fois, tu vas boire beaucoup, mais tu peux boire bon et tu bois quelque chose qu'il a lui sélectionné, dont il est capable de te parler. Et ça, c'est important. Il y a peu de sommeliers, en fait. Il y a beaucoup de sommeliers qui achètent des vins, mais qui ne les ont pas goûtés. Il faut le savoir. Dans beaucoup de restaurants, alors je ne vais pas me faire que des copains en disant ça, mais c'est une réalité. Moi, je préfère effectivement... Et puis, si on prend une autre femme, parce que j'aime bien les femmes, moi, et il faut absolument que vous puissiez rencontrer une nana qui s'appelle Clotilde Mangin,
Ça s'appelle La Sommelière en basket. Elle fait aussi des podcasts. D'accord. Elle aussi. Mais elle est waouh, elle est super, super intéressante. C'est une nana qui a fait du droit, qui devait être avocate et qui en fait est devenue sommelière par passion. Et elle est waouh. Et nous, elle adore lire, donc on partage beaucoup, on discute beaucoup sur les bouquins, les derniers bouquins qu'on a lus, les vins qu'on goûte, enfin tout la vie en règle générale. Moi, ce que je supporte pas, c'est les sommeliers, c'est les mecs qui ont un nombril plus gros que le reste et qui pensent qu'au vin, quoi. Le vin, c'est bien, c'est marrant, c'est notre métier, on est passionné, mais il y a plein de choses de beau dans la vie. Se promener, voir la nature qui s'épanouit, lire un bon bouquin, fumer un cigare, boire une bonne bière, discuter d'autre chose que toujours. C'est pas parce que tu étais entre sommeliers que tu peux parler que du vin. Ça peut être le dernier bouquin que tu as vu, lu, le dernier film que tu as vu. Dernier voyage. Un voyage, une émotion. Quelque chose qui caractérise l'humain plutôt que la machine. Je pense que c'est un excellent mot de la fin, Fabrice. Écoutez, Santé. et santé, très important. Tous les liens des réseaux sociaux, de la maison d'atelier, de vos réseaux sociaux seront dans la description YouTube de la vidéo. Et puis, écoutez, merci pour cet échange qui était très instructif. L'épisode sera disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'était Valentin et Fabrice Sommier pour le 23e épisode du podcast Mindflow. À très bientôt.